Le Mali a un nouveau gouvernement, un gouvernement formé de 25 membres et 4 postes stratégiques sont donc confiés aux militaires, une junte qui, on s'en souvient, avait fait tomber le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et il y a aussi parmi les actualités au Mali, bien sûr, la libération de l'opposant Soumaïla Cissé qui serait en cours. Et pour évoquer tous ces sujets, d'abord la formation du nouveau gouvernement et les espoirs, les forts espoirs des populations, eh bien nous avons Moustapha Sibi qui est un ami proche de l'opposant Soumaïla Cissé et un soutien de l'ombre de l'URD. Bonsoir Moustapha Sibi. Bonsoir Aziz. Je précise que vous êtes en ligne de Dakar au Sénégal. Il y a Gimbaïra Tiambel qui est journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Bonsoir. Bonsoir Aziz, bonsoir à vos auditeurs. Merci pour l'invitation. C'est nous. Et Bala Cissé, docteur en droit, qui a une plume prolifique puisqu'il publie énormément d'articles sur la situation au Mali. Et je précise que vous êtes actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche en droit public à l'université Paris 8. Bonsoir messieurs une nouvelle fois et bienvenue à tous nos téléspectateurs. Donc, nous allons, avant d'ouvrir les débats, en venir à cette actualité au Mali qui concerne la formation du nouveau gouvernement. Les nuages semblent se dissiper du côté du Mali. Ce sont de bonnes nouvelles qui se succèdent. D'une part, la libération d'une centaine de prisonniers soupçonnés d'être liés à des groupes djihadistes et qui auraient quitté les prisons maliennes ces derniers jours. Une guerre des chiffres quant au nombre. Il serait 180 selon certaines sources ou encore 206 à en croire un communiqué essaimant les groupes de messagerie islamiste qui évoquent la libération des lions de l'islam ayant combattu les envahisseurs croisés et les agents apostats. Dans tous les cas, c'est une opération qui laisse penser qu'elle pourrait conduire à la libération de l'opposant Soumaïla Cissé. Et d'ailleurs, il se dit, en attendant une confirmation officielle, que l'opposant malien aurait été libéré ce lundi en fin de matinée près de Tissalit, à 1740 km au nord de Bamako. Plusieurs rotations d'avions auront été nécessaires pour les transporter jusqu'à Tissalit, dans le Grand Nord malien, au milieu du désert. Certains auraient été convoyés à Niouno, dans le centre du pays. Aucun juge n'a prononcé leur relax et les détenus auraient visiblement servi de monnaie d'échange dans les négociations avec le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans. De mémoire de Sahéliens, jamais autant de détenus n'avaient été ainsi relâchés des prisons maliennes. Les attentions sont désormais cristallisées sur Soumaïla Cissé, 70 ans, le chef de file de l'opposition malienne enlevé il y a 6 mois dans la région de Tombouctou, et aussi vers l'autre otage, l'humanitaire française Sophie Petrolien, kidnappée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao dans le nord du Mali. L'autre information non moins majeure, c'est la formation ce lundi également du gouvernement de transition. Un attelage gouvernemental issu de larges et multiples contestations, sous la direction du président Bandao et du vice-président le colonel Assimi Goïta. Le gouvernement de transition compte 25 membres. Et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a publié ce mardi 6 octobre un communiqué pour justement acter la levée des sanctions qui étaient attendues après qu'un gouvernement a été formé et que le poste de président de la transition soit revenu à un civil. Moustapha Sibi, cette levée de sanctions de la CEDEAO vient à point nommé, surtout que la situation économique est rendue difficile par la crise sanitaire du Covid-19. Absolument. Vraiment, c'est un grand soulagement. Je disais dans la dernière émission qu'étant opérateur économique, j'étais au fait des difficultés liées à cet embargo. Voilà, vraiment une très très bonne nouvelle, surtout dans la partie sud-est du Mali, dans la région de Caille. C'était très compliqué. Voilà, on ne peut que saluer, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle.
nous en espérons d'autres nouvelles encore à venir dans les années à venir, Inch'Allah. Et on reviendra sur cette bonne nouvelle qui est espérée et attendue de tous, notamment tout à l'heure la libération de Soumaïla Cissé. Mais pour réagir à la levée de ces sanctions, Thiambel Guimbayera, finalement la junte et les acteurs politiques maliens ont fait preuve de responsabilité et de diligence pour justement desserrer les taux de la CEDEAO, surtout sur les populations. C'est un ouf de soulagement pour ces populations qui ont vécu des moments difficiles. On ne peut que saluer cela, même si les exigences de la CEDEAO, il y avait aussi, entre autres, la libération de ceux qui sont détenus. Et cette libération a été souhaitée également lors de la cérémonie d'investiture du vice-président par le procureur général près de la Cour suprême de Bamako. Même si tout n'est pas réglé de ce côté-là, de ce point de vue, la publication de la charte était, entre autres, contraintes de la CEDEAO, en plus de cette présidence par un civil de cette transition. La formation du gouvernement vient boucler cela. On attend le Conseil national de la transition et la libération des détenus, ou en tout cas pour boucler la boucle définitivement. Mais c'était attendu par les populations. C'était difficile de vivre ces moments d'embargo par les populations laborieuses qui n'ont rien fait pour être punies de la sorte, de mon point de vue. Bala Cissé, finalement ce mardi, la CEDEAO a levé des sanctions qui étreignaient le Mali depuis le coup d'État qui a été perpétré par la junte. On a en tout cas une situation qui se normalise progressivement. Oui, moi je pense que je vais dans le même sens que Thiambel Guimbayera. Je pense qu'on peut dire que c'est salutaire de la part de la CEDEAO qui nous amène aujourd'hui à les Maliens de souffler. Nous sommes dans une vie normale aujourd'hui en levant les sanctions. Il ne faut pas qu'on oublie quand même que, comme Guimbayera l'a dit, il reste une partie que la gente reste toujours dans la duperie, parce que je pense qu'il y a des prisonniers politiques qui sont détenus toujours. Aussi, on attend aussi la composition du Conseil national de la transition. Je pense maintenant que la junte a rempli sa part du contrat à 90%. Et quant à la CEDEAO a rempli totalement pour le moment sa part du contrat. Donc je peux dire que c'est salutaire pour le peuple lambda, mais il reste beaucoup de choses à faire pour la classe politique. Il reste beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne la composition de ce gouvernement, il y a 25 membres et les 4 postes stratégiques qui sont aux mains des militaires. Les militaires sont à leur place, peut-on considérer, puisqu'ils ont entre autres la sécurité et la défense. Oui, quant à moi, j'ai double lecture de la composition du gouvernement d'un point de vue politique ou d'un point de vue juridique. Moi, ma position est claire sur ça. Nous sommes dans un régime militaire ou militarisé. Aujourd'hui, on sait quand même que les 4 forces régaliennes, on revient à la junte malienne, la défense, la sécurité et la réconciliation. Donc, en réalité, le plus grand perdant aujourd'hui, c'est M5. Pour moi, de mon point de vue, nous sommes dans une transition purement militaire parce qu'on a 4 colonels dans le gouvernement, on a un colonel dehors, c'est un gouvernement des colonels aujourd'hui qui ne dit pas son nom au Mali. Mais je pense que ça va être regrettable de la part des Maliens aujourd'hui qu'on a renoncé à un président élu, mais je suis désolé, est-ce que M5 ne devrait-il pas accepter la main tendue d'IBK qui est mieux qu'aujourd'hui? Donc je ne suis pas un défenseur d'IBK, mais il faut reconnaître quand même que IBK avait du respect pour M5 par rapport à la junte malienne aujourd'hui qui a carrément gommé la M5. Thiambel Guimbayera, vous rejoignez Bala Cissé lorsqu'il dit que c'est plutôt un régime de colonel qui est en place actuellement au Mali. Ce n'est pas la comparaison n'est pas un peu forte? Bon, la présidence de la transition est dirigée par un colonel-major à la retraite, même s'il est à la retraite. Le vice-président est un colonel en pleine activité. Le ministère de la Défense est confié à un colonel. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est confié à un colonel. Et enfin, le ministère de la Protection civile aussi, et même celui de la Réconciliation sont dirigés tous par des colonels.
Bon, c'est un peu une tautologie de dire que nous sommes dans une république des colonels, mais il y a aussi des civils, un savant dosage avec des experts. Non, le constat est fait qu'aujourd'hui, les militaires tiennent la situation en main, ça on ne peut pas se le cacher. Maintenant, la nomenclature de du gouvernement qui vient d'être composé, même si le Premier ministre est un civil, Mokhtar Wane, cette nomenclature donne quand même 4 postes au CNSP et une vice-présidence. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment l'attelage va se faire avec le vice-président qui est chargé des questions de sécurité et de défense, avec les 2 ministres, dont le ministre des anciens combattants qui est aussi un colonel et le ministre de l'Intérieur qui est aussi un colonel. Mais puisqu'ils sont tous du même corps et doivent regarder dans la même direction, ils sont tous des anciens du CNSP, je ne sais pas s'il a été dissous encore. L'autre regard est qu'il y a 4 femmes au sein de ce gouvernement. Nous avions également les mouvements rebelles qui font leur entrée avec et c'est là au détriment de la diaspora qui n'est pas du tout représentée dans cette équipe gouvernementale. On a la fille de l'ancien président de la transition, de l'ancien président de la République du Mali qui est Alpha Omar Konaré, le premier président démocratiquement élu de l'ère démocratique de 1992, dont la fille Madame après la chute de Moussa Traoré, de feu le président Moussa Traoré. Tout à fait, et qui est aussi l'épouse de l'ancien ministre des Affaires étrangères de IBK, la personne de Tcheblé Dramé. Donc nous avions quelques sièges musicales qui ont bougé de ce côté-là. L'entrée de la CMA, je le rappelais, et les autres postes sont occupés par des experts qui sont également reconduits ici, ça et là, tout au long de ce gouvernement-là. Voilà, c'était un attelage, un savant dosage entre civils et militaires. Maintenant, on les verra à l'œuvre et à la tâche pour voir ce que cela va donner concrètement pour le Mali, parce qu'il faut réussir les élections, il faut bien sûr terminer cette constitution avec le Conseil national, mais il faut organiser des élections, il faut toiletter les textes, il faut travailler ensemble en symbiose, mobiliser des fonds et surtout réussir. L'autre côté que j'allais oublier, c'est le M5. Je ne sais pas si c'est le M5 qui est représenté dans ce gouvernement ou si ce sont les alliés de l'imam Diko qui est la position morale du MC qui est représentée. Ça, je vais parler du jeune Salia Touré, Mohamed Salia Touré, ancien du CNJ, et je vais parler aussi de Mohamed Koulibaly, si je ne m'abuse, c'est bien Mohamed Koulibaly, et le troisième est le docteur Amadoun Touré qui est chargé des questions, qui est chargé de la communication. Voici les 3 qui se revendiquent du M5 RFP ou de la caution morale du M5 RFP qui est l'imam Mahamoud Diko. Mais Moustapha Sibi, il a été enregistré comme candidat potentiel éligible au poste de Premier ministre 14 noms avant la désignation de Mokhtar Wane. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'au sein du M5 RFP, il y avait déjà de fortes dissensions? C'était prévisible, mais je vais revenir d'abord sur ce que mon frère Cissé disait là. Je ne suis pas tout à fait sur la même lecture. IBK ne traitait pas mieux il se comportait pas mieux avec le M5 RFP que la junte militaire actuellement. C'est la même chose, c'est du pareil au même. D'accord, M5 RFP aurait été fouillé, j'en conviens, mais passons. Moi, je suis très ravi, je suis très content de ce gouvernement, cet étalage gouvernemental. Et je ne connais pas personnellement les uns et les autres nommés là-dedans, mais d'après ce que j'ai appris, d'après la lecture que j'ai faite des uns et des autres de parcours, c'est une très belle équipe. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Et il faut garder à l'esprit que la transition n'a pas vocation à résoudre ou à développer un pays. Non. La priorité des priorités, c'est les réformes, notamment le système électoral. S'ils arrivent à mener à bien ces gros chantiers, parce qu'il faut le dire, au Mali, il n'y a pratiquement jamais eu une bonne élection transparente au Mali. Presque jamais. Voilà. S'ils arrivent à mettre un toilettage complet par rapport à ces systèmes-là, ça aurait été, à la fin, on dirait qu'ils ont réussi leur transition. Premier point. Deuxième point, par rapport à l'imam Diko, bon, je ne suis pas un partisan ni un fan. En réalité, je suis d'accord avec mon frère Ribayara. Lui, il n'est pas perdant dans l'histoire. Mais ce n'est pas... De toute façon, on ne va pas s'étaler davantage par rapport à ça. En réalité, celui qui a été... Le regroupement qui a été fouillé, c'est M5 RFP. Mais moi, je suis content du fait qu'il n'y a pratiquement
ces leaders-là, en tout cas, qui incarnaient ces mouvements-là, ne sont pas rentrés dans le gouvernement. On laisse la transition faire. Ce qu'on a à faire, nous, M5RFP, c'est de veiller à ce que les réformes soient menées à bien, c'est tout. Le problème des Maliens, on ne sait pas avancer. Les détails, ce n'est pas la peine. À l'ère actuelle, nous vivons une situation exceptionnelle. Même si un gouvernement aurait été élu actuellement, moi, je conseillerais ces dirigeants de nommer, n'est-ce pas, de donner le ministère de la Défense à un membre de l'armée, de la sécurité, même de l'administration des territoires. C'est essentiel. Moi, je suis très ravi. Je suis très ravi de ce travail gouvernemental. Et j'espère vraiment que je n'aurai pas à regretter à la fin des fins, parce que il ne faut pas attendre tout d'un gouvernement de transition. Voilà, pour ne pas dire trop. Moi, je n'ai pas cette lecture-là. Je ne suis pas totalement d'accord avec mes frères. C'est une bonne chose. Avançons. Il faut les accompagner. M5RFP, il y a des hommes valables qui attendent. Nous attendons notre tour. Si les choses se passent bien dans 12, 18 mois, 16 mois, nous allons aux élections. Et si les conditions sont réunies, nous verrons qui va gagner par la suite. Maintenant, il y a justement le défi sécuritaire avec la situation au nord et au centre du pays où il y a pas mal de problèmes à résoudre sur le plan sécuritaire, et il va falloir sécuriser de telle sorte que les élections à venir se déroulent en prenant en compte tous ces Maliens qui sont actuellement dans ces zones insécures. C'est pour cela qu'il est tout à fait approprié de donner ces postes régaliens aux militaires là qui ont le contrôle du pouvoir réel aujourd'hui. Il faut le dire. C'est une bonne chose. Je suis très très optimiste. Peut-être que le fait qu'ils vont passer d'un homme du privé qui n'a jamais travaillé dans l'administration publique. Voilà, et je suis optimiste, et ce que je vois aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir pour le pays, parce que les difficultés du Mali, ce n'est pas les hommes des capacités techniques à mener le pays à bien, c'est surtout le système électoral et les pouvoirs en place. Ça s'échange entre un groupe de gens. Mon jeune frère Gimbara disait que hors antenne que nous étions des anciens militaires. Non, nous ne sommes pas des anciens militaires. Moi, je suis jeune supporter de Ismaïla Cissé. En 2002, j'étais avec lui, mais depuis lors, Ismaïla Cissé n'a pas été aux affaires. Nous travaillons depuis lors. Nous avons toujours un programme qui est presque réactualisé de temps en temps, sinon c'est les mêmes bases. Nous avons une idée claire, précise, comment développer ces pays-là. Maintenant, nous attendons que les réformes soient menées à bien. C'est une bonne chose. Laissez les militaires gérer la chose militaire, la chose de la sécurité au nord, au centre et partout. Maintenant, à la fin de la transition, l'équipe qui arrivera aux affaires, nous verrons comment ça va évoluer. Alors, c'est vrai que la transition Thiambel Guimbayera ne va pas permettre de résoudre tous les problèmes, mais il y a, par exemple, les questions de gouvernance, puisqu'il a été noté des manquements dans la gouvernance du régime déchu. Il va être possible au moins de tracer la voie pour qu'on se retrouve à l'avenir, peut-être avec un dispositif pas répressif, mais de prévention pour empêcher que ces cas de corruption et de dilapidation de biens publics se retrouvent à foison à nouveau. Non, nous sommes un pays aujourd'hui confronté à d'énormes défis. Vous l'avez rappelé tantôt d'ailleurs à juste titre. Le premier défi est le défi sécuritaire. Il y dépend même de la tenue des élections. S'il n'y a pas de sécurité au centre et que les Nord, on ne peut pas aller aux urnes, les populations ne peuvent pas vaquer à leurs occupations librement, on ne peut pas penser à des élections. Et pourtant, il y a un deadline qui est dans 18 mois, il faut revenir sur tout ça. Non, le pays ne manque pas de cadre juridique, de répression ou de lutte contre la corruption. Nous avons le vérificateur général, il y a les inspections de contrôle d'État de toutes sortes. Il y a plus de 4 organes de lutte contre la corruption au Mali. Mais le fond est la mise en œuvre, la mise en musique de tout cela. C'est vrai, le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas tout réussi, mais il a posé des jalons là où il a échoué, là où il a été insuffisant, là où il y a des corrections à apporter. C'est ensemble, avec tous les Maliens, qu'il faut poser ces jalons-là. Mais déjà, il faut que le cadre soit très bien posé et qu'il
qu'il n'y ait pas quelque chose à redire. Et je ne crois pas que ce soit le cadre aujourd'hui soit accepté par le M5 RFP, même s'ils ne disent pas quelque chose. Je ne vois pas comment on peut effacer aussi toute une ancienne majorité dans l'orientation ou dans la vie d'une nation. C'est des choix. C'est des choix que des experts et des militaires qui ont eu à prendre ce risque de faire ce coup d'État-là, d'assumer cette transition, mais une transition sans faute en ce moment maintenant, et qu'une majorité qui va sortir de ces urnes-là dans des élections organisées. Ce n'est pas qu'une élection soit transparente à l'aune de ma victoire seulement, qu'elle soit transparente dans des conditions d'organisation, dans des conditions de mise à jour des textes, dans des conditions en tirant toutes les leçons des précédentes élections et des erreurs qui ont été commises par les différents régimes qui se sont succédés. Jusque-là, une transition ne peut pas tout faire, mais elle peut poser les jalons pour rectifier le cadre et pour se projeter dans un avenir meilleur et radieux. Il faut poser les jalons, vous le soulignez. On rappelle que le Mali a connu plusieurs coups d'État, justement à partir du coup d'État qui avait renversé, si je ne m'abuse, en 91, le président Moussa Traoré. Donc après ce coup d'État... pardon ? J'ai dit qu'il y a eu d'abord le coup d'État de 1968, du 19 novembre 1968. D'accord, là c'est plus loin. D'accord, là c'est plus loin. Oui. Justement, il avait été renversé à ce moment-là, Modibo Keïta, et ensuite, on est arrivé à celui des années 90. Mais à chaque fois, est-ce qu'il n'y a pas eu ces erreurs qui n'ont pas été corrigées et qui ont fait que il y ait une forme de précipitation à un retour à la normale sans que les jalons dont vous parlez aient été véritablement posés? Non, c'est l'erreur, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'erreur sempiternelle qu'on ne cesse de commettre. Du mardi 19 novembre 68 au 26 mars 91 en 2012 jusqu'à ce 18 août 2020, c'est vrai que le coup d'État, il est écrit dans notre constitution de 92 que c'est un crime imprescriptible. Donc, tout auteur de coup d'État doit être puni par la dernière des sanctions, et Bala est là pour le justifier à juste titre. Et le coup d'État, c'est un crime contre la République et contre la nation. Et chaque fois, notre mésentente, la mauvaise gestion ou l'incompréhension des acteurs qui dirigent l'État font de telle sorte que la situation se bloque et que ça ne puisse se débloquer que par une intervention de l'armée. C'est ce qui est regrettable, et même si ça se fait de façon condamnable, le capitaine Sanogo en a fait les frais, il a fait 8 ans de prison sans être jugé d'ailleurs. J'espérais que ça ne soit pas le cas de ces colonels-là, mais si ça continue à ce rythme-là aussi, je ne vois pas comment ils vont échapper à la prison. Parce que même s'il avait voté une amnistie, Sanogo a fait en son temps, il a voté une amnistie, mais ça ne l'a pas empêché d'aller en prison. Donc, si on reste dans l'application des textes, la junte actuelle ne peut que finir en prison. Ça, c'est indéniable. Maintenant, comment faire en sorte que l'armée ne vienne pas tout le temps intervenir en cas de blocage? Et il faut poser la réflexion, il faut le prévoir par les textes pour que ça ne se repèse plus jamais, que ce soit le dernier coup d'État que le Mali connaisse, quel que soit les défis. Bala Cissé, vous êtes juriste. Comment arriver à trouver le moyen pour ces militaires, pour la junte justement, de ne pas finir en prison comme ça a été le cas pour le général Sanogo, qui avait pourtant pris une loi d'amnistie, fait prendre une loi d'amnistie. Moi, j'ai rejoint Guimbayara en disant la chose suivante. Moi, je pense qu'avec toute modestie, avec tout le respect que j'ai dois à la junte malienne actuelle, j'avais fait une petite tribune, les gens me pensent que j'étais utopique, que je parlais la politique malienne au garde à vous. J'ai rejoint Guimbayara en disant que, en réalité, c'est l'échec des hommes politiques et l'incapacité des hommes politiques maliens qui a conduit toujours la politisation de l'armée. Donc aujourd'hui, moi je pense que la junte actuelle au pouvoir n'aura pas de procès, parce qu'en réalité, ils sont plus malins que Sanogo, parce qu'ils ont mis un président de la transition qui pilote, qui gère la boutique. Aussi,
on va dire que même après la transition, c'est les militaires qui vont continuer à piloter le pays. Je pense qu'il n'y a aucun risque sur la junte actuelle malienne. Pour le moment, ils sont le maître du temps, ils sont les gardiens du temple malien. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont au-dessus de tout, même ils sont au-dessus de la constitution malienne. Parce que quand l'achat de la transition prévoit la déclaration des biens 48 heures après l'investiture du président et des vice-présidents, jusqu'à nos jours, sauf des preuves contraires, je ne vois pas la déclaration des biens, ni du président, ni du vice-président. Moi, je pense que la junte actuelle, ils s'en foutent des lois, la légalité est en vacances, ils sont là pour régner, ils sont là pour appliquer leur point de vue. Je pense qu'il n'y aura pas de risques sur cette zone, contrairement à Sandaogo. Mais pour éradiquer et qu'il n'y aura plus de coup d'État comme Dimbayara, il a dit, il a parfaitement raison. Moi, je pense qu'il faut aller dans un régime parlementaire. Il faut revoir la constitution, il faut diminuer le pouvoir du président, il faut avoir des contre-pouvoirs au Mali, parce qu'au Mali, il n'y a pas de contre-pouvoir. Surtout, la justice n'existe pas au Mali quasiment. Donc, à mon point de vue, il faut une refondation totale de l'État qui va prendre du temps, qui ne fera pas pendant la transition. Il faut attendre dans 10 ans qu'on va normaliser le Mali, parce que même notre quinquennat ne suffit pas pour normaliser les choses au Mali. Il faut autant de temps pour normaliser les choses. Bon, la Constitution n'est pas suspendue tout de même. Vous estimez que les militaires ne font pas du respect de la loi leur priorité, mais la Constitution n'est pas suspendue. Mais à cette époque, j'étais avec mon grand frère Dimbayara ici. J'avais dit qu'il y a eu coup d'État parce que les gens pensent qu'il y a... Oui, on va joindre Moustapha Sibi. Je voudrais apporter quelques précisions. Amadou Aya Sanao n'est pas allé en prison par l'effet du coup d'État. Il est poursuivi pour tuerie entre camps militaires, différents grades de catégorie. On parlait de béret rouge, béret vert. Voilà, les sarniers découverts à Kati après le coup d'État. Donc, le coup d'État en tant que tel n'a pas amené Amadou Aya Sanao en prison. Ça, c'est une précision de travail. C'est plutôt la découverte de ces charniers, comme vous l'indiquez. Voilà, absolument. Et il n'est pas condamné par le coup d'État. L'amnistie a été respectée par le mouvement politique. Et sur ce point précis, il n'a pas été en prison pour ça. Et premier point. Deuxième point, je crois qu'on est encore très loin. On parle de constitution. Non. On n'est pas là-bas. Regardez la réalité en face. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Maintenant, pour éviter ce coup d'État-là, c'est très simple. Ce n'est pas la constitution, ce n'est pas des lois garde-à-fou. C'est seulement la bonne gestion, la bonne gouvernance. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous êtes dans la droiture, et aussi autre chose, au Mali, on dit souvent les Mali nouveaux. C'est derniers jours, parce que le thème en vogue, on dit ça en Bambara, Mali Koura, Mali nouveau. Non, il faudra les Maliens nouveaux d'abord, avant Mali nouveau. Ça ne sert à rien. Les textes, on peut les refaire, réécrire encore. Si les Maliens lui-même ne changent pas la mentalité, le comportement, c'est extraordinaire. Nous allons patauger à vie, comme ça. À titre d'exemple, comment fait-il que lorsque un président était aussi dans les difficultés, je ne veux pas être trivial, je cherche le mot juste, comme Ibeka était hors connexion, il était déconnecté totalement de la réalité, qui autour de lui, parce que le président c'est qui? Ce n'est pas un homme qui est partout qui va aller signer le chèque ici et là. Le président c'est une institution. Mais si autour du président, vous êtes là à dire seulement qu'il est beau, il est grand, il est plus intelligent, c'est le meilleur d'entre nous, voilà la situation que nous vivons. Donc ce que nous espérons à la prochaine fois, qu'il y ait une équipe consciente dans une telle équipe où les gens et les autres se disent la vérité. On n'est pas là à dire l'autre est plus beau, il est plus intelligent. Voilà, quand ça ne va pas, il faut le dire. Sincèrement, je ne pourrais pas être avec un régime qui serait tombé de cette façon-là parce que c'est dit en grande partie, non pas Ibeka en personne, mais l'entourage de Ibeka, les amis de Ibeka ou l'absence d'amis. L'amitié, il faut se dire la vérité. L'homme était hors cadre, hors concours totalement, à un certain point. Quand vous disiez les amis qui sont à l'extérieur, notamment, je ne parle pas de mon frère Guimayara, il y a d'autres amis là-bas qui vous combattaient farouchement par rapport à votre position à Ibeka. Je leur disais ceci. En fait, en réalité, vous n'êtes pas au fait de ce qui se passe réellement en termes de gestion. Vous n'êtes pas au fait réellement de ce qui se passe dans l'administration. Nous savons, il n'y a pas de secret au Mali. Bamako, c'est un grand village. Vous rentrez dans un bureau, vous signez un chèque. La minute suivante, quelqu'un a appris ça de New York. Nous savions ce qui se passait réellement. C'était des cacophonies totales. Et ça, ce n'est pas de Ibeka, ce n'est pas seulement le tort n'est pas tombé à Ibeka seulement, les amis de Ibeka autour de Ibeka. Le prochain gouvernement, le prochain président, s'il a eu le malheur de s'entourer encore comme ce fut le cas avec Ibeka, et d'ailleurs, un article très intéressant a été publié récemment sur Le Monde,
deux Maliens chercheurs qui ont décrit la réalité de ce qui s'est passé avec IBK. Regardez les collaborateurs de l'IBK, c'était des anciens, je cherche le mot, ce ne sont pas les anciens opposants, c'est les anciens transfuges. Oui, mais c'est une image qu'on a dans plusieurs pays africains. Ce n'est pas qu'au Mali. En général, on a des transfuges on a des transfuges dans plusieurs gouvernements, mais est-ce que finalement, il ne va pas falloir plutôt se montrer, et Tiambel Guimbayara l'a souligné tout à l'heure, intransigeant dans l'application des lois? Les lois, les problèmes, ce n'est pas les lois, c'est les hommes. Ce n'est pas les lois, c'est les hommes. Mais il faut bien que les hommes appliquent les lois pour arriver à dissuader les Maliens nouveaux, dont mon souhait, mon espérance d'avoir les Maliens nouveaux arriver demain. Le problème est là-bas. Les Maliens nouveaux. Nous critiquons aujourd'hui. Ce n'est pas un slogan de campagne. Nous savons ce qui s'est passé. Voilà, je disais que c'est les Maliens nouveaux. Ce qui est souhaité aujourd'hui, c'est les Maliens nouveaux. Vraiment, ils prennent conscience de la réalité de la chose au pays. On n'est pas là. Regardez aujourd'hui, depuis l'annonce de ce gouvernement, vous voyez ce qu'on nous illusion sur les réseaux sociaux, c'est le commentaire, la félicitation, le parcours des uns et des autres, comme l'autre était meilleur. On est dans la louange. C'est terrible, c'est triste. Bala Cissé, vous êtes peut-être de retour? Oui. Oui. Je voulais dire que la question concernant la Constitution n'est pas suspendue, mais attention, la charte de la transition prime sur la Constitution. Guimbayara est un témoin, mais Sibi aussi un témoin. Donc il ne faut pas dire qu'en réalité la Constitution soit appliquée. Il y a un coup d'État, il ne veut pas juste suspendre la Constitution, juste pour rester dans les scénarios de la CEDEAO. Donc moi je suis désolé, en réalité c'est la charte qui est laquelle Constitution du même. Donc il ne faut pas dire que... Il a raison. Ça a déploré. Il a raison. Oui, effectivement, c'est à déplorer, mais Tiambel Guimbayara, tout cela est à déplorer. Mais finalement, il faut également des hommes politiques capables de se hisser au-dessus de la mêlée. Mais moi... Tiambel Guimbayara d'abord. Nous sommes dans... Oui. Voilà, excuse-moi, nous sommes dans une tendance où un certain esprit du dégagisme s'impose sur la scène politique malienne. On a l'impression de regretter tous ces hommes qui ont mené le pays jusque-là, tous ces soixantenaires ou ces cinquantenaires qui sont des promotionnaires à l'ancien président, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, ou tous ceux qui ont conduit la révolution, ou qui ont géré le pays depuis 92, depuis l'avènement de l'ère démocratique. On est en train de les saquer. C'est comme si un vent de dégagisme vient s'installer sur le Mali pour dire que tous ces hommes-là sont disqualifiés, n'ont aucun droit, ni aucune excuse de vouloir encore chercher à se légitimer ou à gérer le pays. Ils sont tous aujourd'hui coupables, ils sont aujourd'hui dans les tranchées de la culpabilité par rapport à la gestion du Mali aujourd'hui. Même si c'est à tort qu'on le fait, moi je pense que ce n'est pas à l'humeur nationale ou un mouvement ou des sentiments, des ressentis des hommes et des femmes qui doivent éliminer un homme politique. C'est seulement aux urnes, dans les urnes qu'on peut les éliminer, qu'on peut les battre. Et la jeunesse n'est pas un passe-droit pour une expérience ou une expertise politique. Et la vieillesse aussi n'est pas un droit de naissance, de légitimité aussi politique sur la scène. Mais au Mali, nous sommes plus que jamais à la croisée de chemin. Tout montre à croire que cette ancienne classe politique aura du mal à convaincre pour reprendre après la transition, la gestion des affaires. En tout cas, je me vois dans cette direction aujourd'hui, le pays prendre, si les ressentis, le sentiment est suivi, il va être difficile pour un homme du passé encore de vouloir s'imposer sur la scène politique nationale malienne. Et qu'est-ce que vous considérez comme des hommes du passé? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui passés à l'opposition ou bien qui sont même dans le M5 RFP peuvent être sur la liste de ce que vous appelez, que vous désignez par homme du passé? Non, nous sommes dans une logique où aujourd'hui, vous voyez évidemment tous ces gens qui ont participé, qui ont animé, géré avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui se sont retrouvés
par la circonstance des choses dans l'opposition aux côtés de l'imam Dicko. Il y a une crise interne au sein du M5 RFP, pour citer ceux-là, une crise interne de génération entre la nouvelle génération montante qui a les dents entre les couteaux, qui a le couteau entre les dents, qui se bat, qui veut se légitimer aujourd'hui face à l'ancienne équipe aujourd'hui qu'elle trouve disqualifiée. Je crois que tous ceux qui ont l'âge du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui ont géré ce pays, tant soit peu, en 92 ou maintenant, sont, pour ma part, si je suis l'opinion, je ne dis pas c'est un point de vue personnel, pour l'opinion publique malienne, sont disqualifiés. Aux élections de cette transition, on n'aurait pas à voter pour installer des hommes du passé, pour reprendre le flambeau. Je suis désolé si je comprends la lecture de la situation actuelle du Mali, c'est impossible. Mais encore une fois de plus, la réalité politique et la réalité de la vie tout court nous enseigne à plus de modestie, parce que la victoire est celle des urnes, c'est la seule qui s'impose à tous. Ce n'est pas un ressenti ou ce n'est pas un sentiment qui peut faire aussi acte ou foi de programme politique. Alors il faut tout faire, en tout cas les acteurs politiques, la société civile et tous ceux qui ont actuellement, et les amis du Mali, considèrent qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le pays sorte de cette transition avec les meilleurs outils. Maintenant, il y a quand même un problème, Moustapha Sibi, un problème sociologique, socioculturel. Les jeunes, même lorsqu'ils sont outillés, ne sont pas forcément perçus comme, en tout cas, des personnes sur le continent africain qui ont la possibilité de mieux faire que les anciens, même si c'est un cliché. Oui, en fait, je voudrais rassurer mon frère Bayara par rapport à ça. Il parlait d'une opinion au Mali qui tente à dégager les anciens. Non, c'est une opinion, pas majoritaire. Ça ne se passera pas comme ça. Nous connaissons aussi les limites de nos jeunes. Ces jeunes qui se réclament, qui pensent que la phrase doit leur être faite comme ça, non, ça ne passera pas. Maintenant, les gens peuvent parler. C'est une opinion, c'est une minorité qui agisse en ce sens. Mais en réalité, les choses vont évoluer. Et je suis d'accord aussi avec lui lorsqu'il disait qu'il n'est pas dit que tous ceux qui ont gouverné avec Ibeka doivent aller à la maison, à la retraite anticipée. Non, c'est pas ça. Maintenant, par contre, si personnellement, vous avez à maille à faire une justice ou une gestion calamiteuse qui serait avérée, là, il est difficilement supportable pour l'opinion d'accepter de voir encore figurer dans un étalage gouvernemental. Une fois que je dis cela, les jeunes, je l'ai déjà dit, il ne suffit pas d'être jeune pour être compétent ou mieux que si quelqu'un est. Il a 75 ans, mais en réalité, si ce n'est pas la maladie, l'homme est tout à fait en mesure de diriger encore le pays. Le président n'est pas celui qui exécute. Le président ne fait pas un business plan, il ne fait pas un rapport, il lit les rapports. Donc, les jeunes doivent savoir où ils doivent se situer par rapport à ces personnes de grande expérience quand même. Nous avons encore besoin d'eux. Hein. Non, M5RP, la difficulté est ailleurs. Donc, c'est un groupe électrogène. Voilà, ça venait de partout, hybride comme certains. C'est prévisible qu'il y ait cette dissension à l'intérieur de ce groupe regroupement. Donc, une fois que je dis cela, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, comme Aziz disait, c'est à la fin de cette transition, nous puissions avoir les outils nécessaires. Il mettra chacun à sa place. Et Guimbayara a raison, seules les élections peuvent faire la différence entre qui doit et à mesure de diriger le pays. C'est tout. Moi, je n'ai pas de soucis par rapport à cela. Hein. Que les gens vont se faire en ce sens, dégazisme, tout ça, c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Et ça ne donne pas aussi un droit de quelqu'un, parce que je suis jeune, je suis diplômé, comme étant sur le plateau d'argent, un pouvoir, un poste gouvernemental. Non, ça se conquiert. Hein. Il faut se battre. Je disais que les enfants et les jeunes gens doivent ne pas rester en marge de la chose politique. Il faut aller au charbon, il faut se battre, il faut se presser. Et le jeune homme, il écrit beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, je ne le croyais plus âgé. Je suis très surpris de voir qu'il y a assez jeunes comme ça. Donc, c'est pour dire que voilà les exemples à faire de ton point de vue, de ton niveau. Il faut se battre.
faire ce que vous pouvez faire pour le pays. Un jour, peut-être, on fera appel à vous, c'est tout. Voilà. Je ne suis pas inquiet par rapport au... Et Bala Cissé, il a été également noté l'absence remarquée de la diaspora. La diaspora malienne est composée d'énormément de talents. La non prise en compte des cadres de la diaspora peut provoquer des frustrations. Alors on va retrouver Bala Cissé dans un moment, mais pour l'heure on poursuit. Je pourrais intervenir sur ce sujet-là. Moustapha Sibi, allez-y. Je ne suis pas aussi d'accord qu'on puisse déplorer qu'il n'y ait pas de représentation de la diaspora dans ce gouvernement de transition. En fait, j'ai une autre lecture par rapport à ce que la diaspora doit faire pour le pays. Je suis contre le fait même qu'on aille amener les Maliens de l'extérieur à occuper les postes importants au pays. Il faut d'abord utiliser les jeunes gens au pays, d'abord. Et pourquoi vous pensez qu'ils sont déconnectés des réalités? Non, pas forcément, mais ils ont d'autres lectures. Ils sont techniquement formés, mais ce n'est pas formé sur nos tares, ce n'est pas formé sur nos difficultés, ce n'est pas formé sur nos bases. Quelqu'un qui a fait la Banque mondiale, tout ce qu'il recevait là-bas, c'est des rapports. Il n'est pas fait CAI, il n'est pas fait Sigasso, il ne sait pas ce qui se passe. En réalité, voilà ce que c'est. Moi, ce que je souhaite, si Dieu nous donne la possibilité de devenir aux affaires, voilà la position que je compte défendre. On arrête de nommer les expatriés au poste intérieur. Qu'on leur demande d'amener les affaires dans le pays, d'aider le gouvernement, de suivre le projet. Lorsqu'un gouvernement du Mali, un ministère élabore un plan, un projet important, moi c'est au Sénégal, mais j'ai vécu en Angleterre, en Chine. Je peux volontairement, gratuitement mettre ma compétence, mes relations, mes réseaux à leur service, en l'aidant à mener à bien ce tel projet. Voilà comment de l'extérieur on peut faire. Mais si après avoir passé ma vie à l'extérieur, dans les meilleures conditions quand même par rapport à mes collègues ou mes promotionnaires qui sont au pays, demain je quitte à l'extérieur, je viens, c'est moi qui gère les postes, ils sont là en leur donnant les ordres. Non, ça ne correspondrait pas. Le développement ne vient pas en ce sens. C'est un débat, c'est une thématique assez sur laquelle j'ai travaillé longtemps. C'est très élastique, je ne peux pas en développer davantage ici, mais en réalité c'est une grosse erreur. C'est un point économique. Pour s'en sortir, où voulez la diaspora des postes clés du pays? Premier ministre, autre chose, ce n'est pas la peine. Ceux qui sont un ancien banquier malien, un cadre banquier malien qui a été directeur d'une banque depuis des années, est mieux indiqué à diriger un ministère des Finances ou la primature par rapport à un cadre malien qui aurait passé des années à l'extérieur, à l'IOMOA ou à l'Union européenne, etc. C'est une thématique très importante dont je travaille longuement là-dessus. C'est une erreur. Pour se développer, au bout de nos expatriés, on les met seulement la possibilité d'aider le pays. Si on a besoin d'aide, on les appelle. On peut faire appel à ces expatriés, on peut les cibler, on se connaît tous. Hein. C'est pas, Mali, c'est un petit pays, je ne parle pas de la géographie. Et en termes de population, nous ne sommes pas nombreux. On sait exactement qui est où, fait quoi et capable de quoi. On fait appel en rapport avec ses compétences, en rapport avec ses réseaux, en rapport avec ses possibilités. Voilà ce que tu peux faire pour ton pays. Mais le gouvernement doit concerner seulement les locaux, rien que les locaux. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue économique, une lecture économique. Et ça a un sens, mais comme je disais, je ne peux pas le développer ici davantage, mais je travaille là-dessus. Peut-être dans 18 mois, si les élections sont posées, ce débat va revenir sur la table. Je le défendrai. Hein, et on aura l'occasion de jeter un coup d'œil sur le travail que vous faites. Et il y a cette actualité dans la foulée de la formation de ce nouveau gouvernement qui concerne la libération de Soumaïla Cissé, de l'opposant Soumaïla Cissé dont vous êtes l'ami proche, qui serait en cours. Plusieurs sites ont annoncé en fin de journée hier, plusieurs sites maliens et ailleurs ont annoncé en fin de journée hier la libération de Soumaïla Cissé. Il était dit qu'il était attendu à Bamako peut-être tard dans la nuit. Pour l'instant, il n'en est rien. On retient, Moustapha Sibi, que Soumaïla Cissé pourrait être libéré un de ces jours. Oui, nous espérons vivement, comme vous le disiez, pour l'instant, ce n'est que des rumeurs. Hein. On n'a pas d'informations officielles d'une autorité malienne ou ailleurs. Mais par contre, effectivement, comme le grand public, nous sommes au fait de ce qui se passe. La situation serait en cours de dénouement heureux. Et même, je disais, lorsque nous parlons ici, j'ai un téléphone à côté que je regarde, je reçois des messages.
en espérant que la bonne nouvelle me sera annoncée. Voilà, et ça est en cours. Hein. Hier soir, pour dire vrai, moi, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai resté tard jusqu'à le petit matin en espérant toujours avoir cette information confirmée. Disons, c'est une fin à nos cauchemars. Hein. Depuis 6 mois, ça a été extrêmement difficile. J'ai une pensée pieuse pour son épouse, hein. Une femme très, très pieuse, mais qui souffre de manière extraordinaire ces derniers temps. Donc voilà, en gros, avec un peu de prudence quand même, hein, on ne peut pas trop en dire davantage, mais en réalité, oui, effectivement, la chose est en cours. Donc nous attendons tous, les informations que j'ai, c'est les mêmes choses que mon frère Guimbayara a, hein. Donc en tant que Malien, il est aussi connecté au pays, hein. Il n'est pas là-bas, mais je sais qu'il parle tous les jours avec les gens. Non, les prières continuent, c'est ce que je réponds aux gens souvent, les prières continuent. Et justement, Tiambel Guimbayara, nous l'avons joint hier et c'est exactement ce qu'il a donné comme information à propos de la libération en cours de Soumaïla Cissé. Oui, monsieur, pour revenir sur ce sujet, je pense que dans une telle affaire de prise d'otage, il y a tout de même une situation assez complexe. Il ne faut pas trop en parler tant qu'on n'en est pas sûr, de peur de réjaillir négativement sur l'évolution du dossier. Il faut laisser la primeur, à mon avis, à mon humble avis, à la famille ou à ceux qui mènent le dossier. De telles situations se gèrent avec beaucoup de prudence et beaucoup de dextérité, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de communiquer là-dessus. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce qui a été fait dans ce sens-là. Le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé l'ancien Premier ministre chargé du dossier, qui est Issoufi Maïga, donc qui a dirigé de main de maître ces discussions, qui a informé le président de la République et de l'évolution de ce dossier-là. Il y a eu plusieurs occasions avortées de libération, parce que c'est complexe, ça ne concerne pas que Soumaïla Cissé, ça concerne aussi Sophie Petronet, qui est un expatrié, qui est un Français, qui est retenu depuis 2016, presque 4 ans. Il y a aussi une rançon qui est demandée. La politique de la France est de ne pas payer de rançon en cas de prise d'otage. Ça, c'est la politique officielle de la France en la matière. La France ne communique pas, ne paye pas de rançon. Et on parle d'un montant de 3 milliards de francs CFA déposés sur la table. Il y a une commission de crise qui est montée au niveau du chef de file de l'opposition, du cabinet du chef de file de l'opposition, qui tient bon, qui communique aussi. Il y a la famille aussi qui est là, dont il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a les pays du champ qui sont impliqués là-dedans, il y a la MINUSMA, il y a la France, elle, qui est impliquée, il y a l'Algérie, il y a tous ces pays, la Mauritanie, et c'est complexe. Donc ce n'est plus une affaire maliano-malienne, c'est une affaire qui prend de l'envergure et qui prend de l'importance. Donc il faut laisser les spécialistes le gérer. Par contre, je reviens au point où je ne suis pas d'accord avec mon ami, mon frère Sibi, c'est par rapport au rôle de la diaspora. Quand il s'agit de poser la problématique de la gestion du pays, la diaspora, elle n'est pas bonne qu'en banque seulement d'investissement, à envoyer seulement des fonds, à les canaliser dans un couloir pour se servir seulement de leurs fonds. Je ne confonds pas également diaspora et expatriés, parce que cette diaspora-là, elle a quand même, c'est une revendication de mars 91 de créer un haut conseil des Maliens de France, de créer un ministère des Maliens de l'extérieur, de créer des instances. D'autres pays nous sont venus là, on devait avoir des élus. À l'Assemblée nationale du Mali, ce n'est pas fait, le Sénégal l'a fait après nous, la France l'a fait après nous, le Maroc est venu, ils l'ont fait après, le Burkina Faso est venu, ils l'ont fait après. Donc, dans cette réflexion de poser les jalons, de tirer les leçons de ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a pas reçu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, la diaspora doit figurer en bonne place. Et surtout, c'est encore très grave. Quand nous perdions la diaspora perd toute considération et toute prise en compte, c'est regrettable, je le dirais, au profit des quotas. Parce que si vous voyez pourquoi la diaspora n'est pas représentée, c'est juste pour satisfaire un quota. On a pris un de la CMA qui est chargé de sport, Moussa Atayer, qui a d'ailleurs proclamé l'indépendance de la CMA sur des plateaux de télé, donc il n'a aucune légitimité d'être là. On a pris un de Gatia, qui est Amadoun, et on a pris un autre des groupes armés, mais le ministre des Maliens de l'extérieur, par exemple, celui qui a été pris, Alhamdou, est un proche de Gamou,
Donc, c'est des considérations d'équilibre et d'intervention d'une partie ou de l'autre. Des considérations d'équilibre régional. Régionales qui font que la diaspora n'est pas prise en compte, d'où notre colère et notre courroux, malgré ces deux grosses associations qui nous représentent, à savoir le Haut Conseil des Maliens de France et le Conseil supérieur de la diaspora. Donc on ne peut pas nous contenter dans un rôle de financement seulement de bailleurs de fonds et puis dire allez, il n'y a plus rien à faire et circuler. Donc ça ne peut pas marcher et je crois qu'il faut qu'on se dise les choses et clairement au CNSP, on ne peut pas accepter que la diaspora ne soit pas là et qu'elle ne soit pas prise en compte dans le devenir du Mali, dans sa responsabilité, et cette responsabilité peut aller jusqu'à la présidence de la République. Moi, j'aimerais bien que le prochain président soit un Malien de l'extérieur. Pourquoi pas? Parce que si, tel qu'il le dit, les expatriés sont bien taillés, à rôder, à apprendre les mécanismes de l'ONU, à savoir où mettre les pieds, à avoir servi dans les instances internationales, ils sont mieux donc placés pour diriger le pays et pour nous éviter. Ils sont des Maliens pourtant. Tiambel Guimbaera, avec Moustapha Sibi, la conclusion, de toute façon, la diaspora, pour des raisons d'équilibre, aurait dû peut-être aussi être prise en compte. Non, en fait, on parle de la même chose, mais c'est l'interprétation de chacun d'entre nous qui amène cette confusion. Et je suis un expatrié, j'ai toujours été toute ma vie. J'ai quitté le Mali, j'avais 15 ans, vous comprenez. Donc, la question que je me pose, je voulais que les gens tempèrent un peu cette notion de l'absence de la diaspora. On parle d'une transition, je ne parle pas le développement, ça c'est autre chose. La transition, on oublie. Que la diaspora ne soit pas impliquée là-dedans, ce n'est pas un drame en soi. Premier point. Deuxième point, je serais d'accord, éventuellement, un ministère des Affaires étrangères soit confié, je ne parle pas de la transition, un gouvernement démocratiquement élu puisse avoir à la tête de la diplomatie quelqu'un qui a une grande expérience au niveau extérieur. Ça fait un convenir. Je parle de l'aspect développement. L'aspect développement, il faut trouver un point de suivi pour la diaspora. Elle est plus importante que le gouvernement malien. La diaspora est plus importante que le gouvernement malien. Donc, il faut lui donner la considération qu'elle le mérite et aussi cibler réellement les segments, les secteurs dans lesquels elle peut faire la différence dans le développement du Mali. Mon raisonnement est en ce sens, pas un mépris pour la diaspora. C'est seulement ça. La diaspora est plus importante. Lui et moi, Guimbaera, nous venons d'une région, Akaï. Il le sait. Chez nous, l'État en tant que tel, je l'ai dit dans mon livre, c'est une notion vide, ça n'existe pas. Vous déplorez le Nord parce que le gouvernement malien n'a jamais fait au Nord. Et le Sud, c'est nous à Kaï. Même les écoles sont construites par nous-mêmes. Nous, les expatriés, comme il le sait, nous cotisons. Depuis en 70, j'étais encore petit bébé, petit garçon. Dans mon village, on a construit une maternité qui a sauvé des centaines de milliers de vies. Donc, la diaspora, le Mali ne peut pas aller sans la diaspora. Ça, c'est un fait. Et encore, il y a d'autres facteurs de la diaspora qui est plus important que moi et Guimbaera. Ce sont nos enfants. En France, aujourd'hui, ou ailleurs, vous voyez un Malien a au moins 5, 6, 3 enfants en moyenne scolarisés dans les écoles de l'Occident. Donc potentiellement bien formé. C'est une puissance économique. Mali, c'est une puissance économique. Il faut savoir les gérer, il faut savoir classer les gens à la bonne place et tout. Et on espère. J'ai mes filles en France qui sont en train d'étudier à l'université. Et on espère justement que les autorités vont justement s'appuyer sur cette ressource, sur cette ressource importante qu'est la diaspora malienne, qui, on le rappelle, comme vous le soulignez tantôt, a une contribution non négligeable au développement du pays. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Bala Cissé n'a pas pu continuer en raison de difficultés techniques. On le remercie en tout cas d'avoir été des nôtres. On rappelle que Bala Cissé est docteur en droit et actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche en droit public à l'université Paris 8. Moustapha Sibi, proche ami de Soumaïla Cissé, soutien de l'ombre de sa formation politique que l'URD, et Guimbaera Tiambel, qui est directeur de publication de La Voix du Mali. Vous étiez respectivement en ligne de Dakar et Paris en France. Merci donc messieurs de nous avoir suivis et surtout très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci. Merci.